Bonjour à tous, bienvenue sur Tuto Blender et bienvenue dans cette vidéo hors série qui, comme son titre l'indique, va parler des nouvelles fonctionnalités que nous apporte cette version 2.79 de Blender. Donc dans cette vidéo, je vais couvrir la plupart des très grosses fonctionnalités qui ont été longuement attendues et qui font beaucoup de bruit sur internet depuis qu'elles sont apparues dans cette nouvelle version. Et puis je vais essayer de rajouter ici et là 2-3 petits trucs que j'ai découvert, une nouvelle fonctionnalité aussi, que j'ai trouvé cool et qui sont pas forcément mis en avant parce que c'est pas exceptionnel et aussi oufissime, mais que je trouve cool. Voilà, je vais pas pouvoir passer par toutes les fonctionnalités parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des centaines de bugs qui ont été fixés, mais bon, on va faire l'essentiel. Et donc c'est parti, allons-y. Je vais commencer par Cycles Denoising. Donc le denoiser de Cycles. Le denoiser, c'est quoi? Alors, je suis en plein milieu de la playlist qui parle du rendu dans Blender et j'ai déjà couvert la notion de noise. C'est ce genre de bruit qui apparaît dans les rendus et qui énerve souvent parce qu'en fait la manière de régler ça, alors on peut cheater un peu, on peut essayer de tricher, de faire des clamps, on peut essayer de, suivant la scène qu'on a en fait, de jouer sur les rebonds de lumière, de jouer sur plein de choses. Mais en général, la solution qui fonctionne le mieux pour denoiser, c'est d'augmenter le nombre de samples qu'on utilise lorsqu'on calcule notre image. Et augmenter le nombre de samples signifie souvent augmenter drastiquement les temps de rendu. Et c'est la balance qu'on veut essayer de faire entre le temps de rendu et la qualité de notre image à la fin. Eh bien, un denoiser, c'est une sorte d'un type de calcul qui se fait comme lorsqu'on fait de la composition, le compositing. C'est un calcul post-rendu qui vient essayer de rapidement corriger en fait l'image pour enlever un maximum de bruit qu'il peut y avoir dessus. Et donc Blender en a inclus un à l'intérieur de son moteur de rendu Cycles, et donc on peut l'activer, et dans ce cas-là on rajoute un peu de temps de rendu, mais pendant qu'on fait le rendu, Blender, pour chaque tuile qui se fait, va aussi faire une passe de denoising, et l'algorithme est plutôt puissant et bien et fait beaucoup de bruit parce que c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un gain de temps qui est énorme par rapport à ce qu'on avait avant sur Cycles. Donc j'arrête de vous faire lambiner. Pour trouver ce denoiser, il va falloir aller dans je sais plus si c'est voilà, c'est ça, c'est le sous-onglet ici, Render Layers, donc le deuxième après la caméra. Et en fait, tout en bas, vous allez avoir un nouveau menu déroulant qui est ici, qui s'appelle Denoising et qui est pas coché par défaut. Donc, si vous commencez à faire des rendus et que vous vous dites non, c'est nul, il n'y a pas, eh bien, il faut juste venir cocher ce petit checkbox qui est là. Et là, vous allez pouvoir activer le denoising. Et lorsque vous ferez un rendu, vous allez voir que vous allez avoir vos tuiles de calcul qui vont se faire. Et puis, une seconde passe sur les tuiles qui ont déjà été calculées. Vous allez voir. Les tuiles déjà calculées vont aussi avoir la box qui va être dessus, et puis dès que ça aura fini de calculer, ce sera plus propre, plus net. Donc en fait, j'ai pas vraiment actuellement là devant moi une scène complexe pour laquelle je pourrais faire un rendu avec du bruit, sans bruit, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait les calculs parce que ça vous évite aussi d'attendre. Moi, ça m'évite d'attendre pendant que je fais le tutoriel pour faire pause, tout ça. Donc, j'ai déjà fait les calculs de 2 images. Donc, ça veut pas passer. Voilà. Donc, j'ai repris une ancienne scène qui avait dans un très vieux tuto. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais bon, j'ai changé les tuiles au sol, mais j'ai juste repris ça. J'ai fait exprès, je pense que j'ai mis 20 samples, un truc comme ça, pour qu'il y ait vraiment du bruit qui soit ici. J'espère que vous le voyez. Sinon, je peux essayer, je sais pas, de zoomer un peu. Voilà, là, normalement, vous devriez voir qu'il y a du noise qui est ici. Donc, c'est très crade, mais bon, j'ai fait le même rendu avec les 20 samples qu'il y avait de départ et en activant le denoiser, et maintenant j'ai obtenu cette image là. Donc pour faire un comparatif, parce que là vous n'avez pas Blender sous les yeux, vous pouvez pas regarder en haut à gauche pour savoir combien de temps chaque rendu a pris. Eh bien, je pense que c'est un peu un mauvais exemple, parce que j'ai pas pu faire mieux en fait. J'ai fait que ce test là, mais sur le RAW, sur l'image de base sans le denoiser, j'ai mis 18 secondes et 68 dixièmes, voilà. Et sur celle qui a été denoisée, j'ai mis le double, j'ai mis 43 secondes et 81 dixièmes. Donc ça paraît pas super ici comme
test en fait, parce que vous vous dites ouais ça sert à quoi si le dinosaure il double le temps de rendu. Non mais là c'est une scène relativement petite je dirais, et je sais pas en fait comment dire pour quoi dire pour ma défense, mais c'est dommage, j'ai pas gardé les rendus tests que j'avais, mais j'avais fait à l'époque. Donc si vous avez vu mon autre vidéo hors série sur ma promo perso avec mon superbe hangar que j'ai fait, ben en fait j'avais essayé ce hangar, et pour avoir, comme c'est une scène intérieure, donc en général c'est dur d'avoir, il y a beaucoup de samples à l'intérieur, même avec des portals là sur les lampes. Je vous parlerai de ça si je l'ai pas encore fait dans mes tutos. C'est très dur d'enlever le noise, et j'étais monté jusqu'à des chiffres ridicules de samples, c'était incroyable, je sais plus, je pense que j'étais à 10 000 samples, un truc comme ça, et, en fait je suis passé de 10 000 à je sais plus 2000 samples, voire 2000 samples en activant le denoiser, et j'avais un résultat qui était meilleur avec un denoiser et seulement 2000 samples qu'avec 10 000 samples sans le denoiser. C'était incroyable, j'y croyais pas, parce que je connaissais le système de denoiser avant en fait. On peut déjà avoir une image noisée comme ça avec du noise dessus, aller dans n'importe quel éditeur d'image, même un Photoshop ou même Nuke des fois ou des choses, et puis faire une passe de denoise dessus, et puis c'est bien, mais en général ça floute beaucoup trop l'image, on perd du détail, c'est... Bah là en fait, même juste avec les réglages de base qu'ils nous donnent dans Blender, j'ai même pas eu besoin de chercher à essayer de les modifier, de régler des paramètres de quoi que ce soit. Même avec les paramètres de base, on arrive à quelque chose de très propre, comme vous pouvez le voir ici, et même dans l'exemple que j'avais, je l'ai plus devant les yeux, mais dans l'exemple que j'avais avec mon hangar, j'étais arrivé à quelque chose de mieux en utilisant que 2000 samples, plutôt que sans le denoiser à 10 000. Après vous me croyez ou pas, mais en plus, donc sur une grosse scène comme ça, c'est là que je voulais en venir, j'avais pas doublé mon temps de rendu, au contraire je l'avais drastiquement réduit, sans compter de render farm. Enfin, si on comptait que sur une seule machine, je pense que j'en avais pour facilement 12 heures de rendu sans le denoiser, et je descendais à sur une machine, je sais pas, 7 heures de rendu avec le denoiser, donc et seulement 2000 samples par bucket, donc c'était vraiment vraiment bien, très très pratique. Voilà, tout ça pour dire que c'est une très très bonne fonctionnalité, que tout le monde en est très content dans la communauté. Et donc je vous conseille de l'utiliser. Encore une fois, je vous le rappelle, vous allez ici dans le deuxième onglet Render Layers, et vous cliquez sur Denoising qui est ici. Juste une précision quand même, j'aimerais vous dire que ça ne fonctionne pas si... essayez pas de pousser le vis trop loin et à descendre les samples du rendu trop bas. Ça veut dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut quand même un certain nombre de données dans l'image, donc il faut quand même une certaine précision. Donc là j'ai mis 20, c'est peut-être même un peu faible, mais bon, la scène était plutôt simple, mais descendez montez au moins jusqu'à 50, je dirais. Au moins jusqu'à 50, c'est pas énormissime, 50 samples, et puis vous aurez quelque chose de correct, et puis le denoiser aura de quoi faire quelque chose de correct aussi. Sinon il va trop flouter, il va y avoir des paquets, enfin ça va être moche, et ça vous serez déçus. Voilà, donc Cycle Denoising, très simple, un bouton à cocher, et c'est bon. Le deuxième, c'est le Filmic Color Management. Encore un très très gros truc très connu. Le Color Management Filmic, c'est quelque chose qui a été parlé en fait, qui se sait depuis très longtemps, qu'on pouvait installer gratuitement, facilement en fait sur Blender. Il suffisait de télécharger un paquet, le mettre dans les bons dossiers sources, et puis ça y est, on pouvait l'activer dans Blender. Là, il a été pris par la Blender Foundation et ajouté au logiciel par défaut. Et donc maintenant, pour l'activer, parce qu'il n'est toujours pas activé par défaut dans Blender, c'est pas un add-on, il faut aller cette fois-ci dans la scène qui est ici, si je me trompe pas, et non, je me trompe pas. Donc vous allez dans scène, donc maintenant c'est le troisième onglet qui est là, et vous descendez dans l'onglet Color Management qui est sûrement fermé par défaut comme ça, donc vous le déroulez, et là c'est moi qui l'ai mis parce que j'ai fait en sorte que mes préférences au démarrage de Blender ça fasse ça, mais normalement vous devriez avoir le default qui est là. Et vous pouvez changer dans le view de default, vous pouvez aller sur Filmic et vous allez avoir un Color Management en
Filmic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je parle peut-être hébreu pour plein de gens. Alors, si vous le mettez en Filmic, mettez aussi Base Contrast. Par défaut, c'est la meilleure combinaison. Ensuite, l'exposure et le gamma, si vous savez pas ce que c'est, prenez des cours de photo, je vous expliquerai dans un autre tuto sûrement, mais j'ai pas le temps dans cette vidéo, c'est pas le sujet vraiment. En gros, ce que Filmic va faire, c'est que jusqu'à présent, Blender par défaut, lorsqu'il fait un rendu, c'est pas adapté au moniteur ou pour vos écrans. Donc en fait, il va considérer que l'échelle de luminance, en fait, comment dire, d'intensité lumineuse, en fait, va, en vrai, dans la vraie vie, en fait, il y a les couleurs, les intensités lumineuses peuvent monter très très haut. Le soleil a une intensité lumineuse immense, mais les écrans, eux, sont limités et peuvent vous envoyer qu'une certaine quantité d'informations lumineuses dans vos yeux, parce que l'écran de votre ordinateur, il éclaire jusqu'à un certain point, il peut pas éclairer trop fort non plus. Et donc, lorsque Blender calcule ces images, en général, il va considérer que toute information lumineuse, même si dans notre scène on a donné des informations comme quoi ça c'est un soleil ou ça éclaire très très fort, même si on a donné une information comme ça, Blender va dire ok, tout ce qui a une intensité lumineuse supérieure à 1, je considère que c'est 1. Et donc j'envoie une information de 1 comme intensité lumineuse. Et tout ce qui est à 0, je dis que c'est 0. Enfin voilà. Or en fait ça fausse tout. Parce que du coup, soit il clampe, oui c'est ce qu'il fait, il va clamper, il va juste couper à 1, et tout ce qui est au-dessus, il va le considérer comme juste du blanc, alors qu'il peut y avoir plein de détails en fait de couleurs qui sont là-dessus. Si j'expliquerai peut-être un peu plus en détail Filmic dans une autre vidéo avec des schémas et quand j'aurai préparé l'explication comme ça, mais si je dessine rapidement ici, donc vous avez un graphe, voilà, ça on est à 0 ici, là on est à 1, donc dans votre image, vous avez peut-être des intensités lumineuses qui vont très très haut, qui vont jusqu'à, on va dire, l'infini ici, hop, jusqu'à 0, on est toujours sur le sol qui est ici. Blender, jusqu'à présent, il va couper à 1 toutes les informations lumineuses qui sont ici dans votre image, que vous voulez calculer, il va les rayer, il va dire c'est égal à 1, ici. Par contre, lorsque vous activez Filmic, Blender va analyser votre image, va dire ok, votre intensité lumineuse la plus puissante, la plus haute, elle est là, ok. Je vais prendre en compte cette valeur comme étant la valeur la plus forte de votre image. Je vais la rabaisser à 1, mais je vais proportionnellement, si je baisse cette valeur-là en bas ici pour qu'elle redescende jusqu'à 1, je vais proportionnellement baisser toutes les valeurs et les écraser pour qu'elles rentrent dans ce schéma de 0 à 1, pour que votre écran puisse l'afficher en fait l'image, et pour que ça puisse rendre une image montrable quoi. Et donc il réégalise en fait tout le reste des trucs, mais ça veut dire qu'il n'annule pas toute cette... Wow, c'est X que j'ai fait, c'est pas D. Donc il n'annule pas toute cette range ici, là, tout ce truc, il va pas le supprimer. Au contraire, il va le prendre en compte et il va mieux répartir en fait la dynamique, et donc vous allez avoir des images qui seront beaucoup plus débouchées, moins cramées, en gardant beaucoup plus de détails, et enfin c'est juste génial, c'est magique la différence que vous avez entre un rendu avant et un rendu avec Filmic. Vous pourrez reprendre des anciens projets, refaire des rendus et voir la différence, c'est comme un coup de baguette magique, vraiment. Donc ça, c'était Filmic. Je vais essayer de supprimer un peu, d'effacer un peu tout ça. En attendant, je vous annonce que la troisième fonctionnalité dont j'aimerais vous parler, c'est qu'il faut que je cite en fait, parce que c'est un peu un gros truc qui a été mis en place, c'est le Principled BSDF. Donc c'est un nœud bien sûr de rendu, et j'en ai déjà parlé un peu, même dans la vidéo précédente de mon cursus. Ah oui, mais si vous regardez ça dans 5 ans, la vidéo précédente, ça vous dit rien. Donc je vais dans un Node Editor, et voilà, vous avez un Principled BSDF qui est pas le nœud par défaut, mais là dans les préférences de Blender j'ai fait en sorte que c'était le nœud par défaut lorsque j'ouvre mon Blender, mais bon, c'est celui-là. Si vous faites un Shift A et que vous allez dans Shader, vous allez trouver le Principled BSDF. J'en ai vite fait parler, j'ai évoqué en fait ce que faisait chacune des choses dans
la vidéo qui se trouve dans la playlist du rendu sur Blender. Et lorsque je parle des shader nodes, en fait non, lorsque je parle des input et output nodes, j'ai fait une intro là-dessus dans la vidéo pour les input et output, parce que la version 2.79 venait de sortir, c'était il y a quelques temps, hein, et donc il venait de rajouter ce shader là, et vu que j'avais sauté, je n'en avais pas parlé pendant la vidéo des shaders, je l'ai rajouté dans la vidéo suivante. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez en apprendre plus là-dessus, mais c'est un super nœud qui nous évite d'avoir à créer nous-mêmes nos nœuds de PBR. Ou alors d'aller en chercher en ligne, ce qui peut être bancal des fois. Donc là, tout y est. Donc c'est génial, et voilà. Renseignez-vous dessus sur mon ancienne vidéo. Je vais aussi faire une vidéo prochaine sur le PBR, donc vous aurez plus d'infos là-dessus certainement. Attendez ça avec impatience. Le quatrième point que j'aimerais aborder ici, donc on va refermer cette fenêtre là, c'est le Shadow Catcher. Ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. On va essayer de remonter un peu mon cube qui est ici, donc je vais faire GZ1 entrée, comme ça sera posé sur la grille parce que j'aime bien. Ensuite je vais faire Shift A et je vais rajouter un plane qui est là. Je vais rentrer en mode édition, donc j'ai un plan qui est de la même taille que mon cube, donc ça sert un peu, on le voit pas, du coup je vais l'agrandir en mode édition. Je vais faire S5 entrée, ou même je vais faire S2 entrée, voilà, il est bien plus grand, et je vais prendre deux sommets ici, et puis je vais les relever. Je vais faire extrude, donc E, Z, comme ça j'extrude sur l'axe Z, donc en hauteur, donc je crée une sorte de mur qui est ici, et puis quand je sélectionne l'arête qui est en bas ici, je vais faire CTRL B pour faire un bevel, et lorsque j'augmente mon bevel ici, je vais pouvoir jouer avec la molette pour pouvoir arrondir ce bord là et me faire ce qu'on appelle un cyclo ou un fond studio, et je vais pouvoir cliquer sur smooth pour pouvoir bien le lisser pour qu'il soit beau. Ensuite je vais faire 0 pour entrer en vue caméra, je vais faire N pour ouvrir mes propriétés qui sont ici, et je vais aller cliquer sur lock camera to view, comme ça quand je me déplace dans ma vue 3D, ma caméra se déplace avec, donc je peux me déplacer en vue caméra dans ma scène 3D, ce qui est génial pour placer sa caméra. Et puis je vais recliquer sur Lock Camera to View pour l'arrêter, maintenant je suis bien placé, et je vais faire un F12, comme ça on va faire un rendu de ce qu'il y a à afficher à l'écran. Donc là j'ai fait F12, c'est très noisy. Pourquoi? C'est noisy bizarre, parce que je n'ai que là-dedans, si je me trompe pas, je n'ai que 20 samples au rendu, donc on va remonter ça à au moins 50, voire peut-être même, je sais pas moi, on va mettre 100, hop, ce sera bien. Et surtout je pense que je devais avoir ici le denoising, donc vous voyez là j'avais que 20 samples avec le denoising, ça faisait des gros paquets qui étaient pas beaux. On va voir si en montant à 100 ça change quelque chose. Si je fais F12, voilà, regardons un peu, déjà ça prend plus de temps, mais le denoising fait beaucoup mieux là, vous voyez, j'ai juste augmenté un peu les samples. Alors effectivement on a encore quelques petits paquets ici, ou des sortes de taches qui se font. Peut-être qu'on pourra encore un tout petit peu compter les samples, mais bon. Ou alors on pourrait tout simplement enlever le denoising parce que j'en ai pas besoin du tout. Voilà, donc je fais F12, ça vous voyez ce qui se passe normalement par défaut, et c'est pas trop bien parce que j'utilise une HDR pour un éclairage environnemental pour éclairer ma scène, et en fait moi ce que je veux c'est une ombre sur mon cube, et là l'ombre je la vois pas tant que ça. Et aussi j'aimerais bien, alors déjà agrandir celui-là sur les bords, ok, voilà, et puis deuxièmement j'aimerais me remettre voilà un peu sur le bord, comme ça ce sera joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une lampe, et je vais rajouter un sun, donc une sorte de soleil que je vais venir tourner comme ça ici, et comme ça lorsque je ferai mon rendu j'aurai une ombre à mon cube. Voilà, ça c'est plus intéressant, c'est ce que je veux. Et si j'ai gardé mon soleil qui est ici, je vais peut-être même pouvoir augmenter sa force et mettre ça à 5. Et alors du coup, dans le monde, la surface ici, je vais réduire l'intensité de mon HDR et refaire encore un rendu test. Voilà, là j'ai une ombre bien marquée, c'est un peu moche autour, mais bon, au moins on a une ombre bien marquée. Ça c'est ce que je voulais vous montrer. Alors le Shadow Catcher, c'est que lorsque vous voulez faire de l'intégration dans une image réelle, dans
même une vidéo ou quoi que ce soit, vous avez fait quelque chose en 3D, imaginons que ce cube en fait c'est un super méga robot of the dead, trop bien, que vous avez passé plein de temps à faire, qui est très photoréaliste, que vous avez très bien géré, et que vous voulez intégrer à, disons, une image pour dire que vous étiez en vacances à côté d'un Transformers et que voilà, vous voulez intégrer ce robot dans votre photo. C'est très bien, mais alors votre robot fera peut-être très photoréaliste, mais s'il lui manque les ombres et l'interaction des ombres sur votre photo, donc sur le sol de votre photo dans votre jardin par exemple, ça va faire très fake en fait, ça va faire pas du tout réaliste. Quel que soit le réalisme et l'incroyabilité de votre robot. Donc en fait, le fait d'intégrer l'ombre que vous pourrez facilement avoir en 3D, en fait là l'ombre est facilement calculée avec un éclairage 3D, vous pouvez en créer un, mais le fait d'intégrer cette ombre dans votre photo, c'est très dur habituellement en fait, il faut faire ça avec des calques, avec plusieurs passes en compo. Ça c'est assez dur, ou alors vous dessinez à la main mais ça va faire moche, donc en soi c'est très dur. Pourquoi? Parce que comment je peux dire je veux récupère moi cette ombre, je peux pas dire récupère moi cette ombre en général dans un soft de 3D. Une ombre c'est quoi? C'est rien en fait, justement c'est l'absence de choses, c'est l'absence de lumière à un endroit, donc c'est très dur de dire voilà je veux que tu récupères rien et que tu mettes ce rien à cet endroit là. Non, ça va pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est très dur jusqu'à cette version 2.79 où Blender a intégré un attrapeur d'ombre entre guillemets, et donc là je vais pouvoir dire que mon robot qui est ici, qui est le cube que j'ai là, je veux le récupérer, mais en fait j'en ai rien à faire du cyclo qui est derrière. Par contre je vais pouvoir sélectionner ce cyclo, ça aurait pu être juste un plan en fait sur le sol, tant que ce plan supporte l'entièreté de mon ombre, toute mon ombre, je vais pouvoir sélectionner ce support et venir dans les propriétés de l'objet, donc c'est le cube qui est ici, jusqu'à, je sais plus où est-ce que c'est, en fait, Cycle Setting, je pense, c'est tout en bas, et là vous allez avoir une option qui s'appelle Shadow Catcher, pardon, ici, que vous allez en cliquer, et faire bien attention à ce que dans votre paramètre de rendu, là, de scène, vous avez ici, dans Film, vous allez avoir le transparent qui est encoché, parce que le transparent permet d'avoir un fond transparent dans votre décor. Donc si vous avez ce transparent qui est encoché, et en sélectionnant l'objet que vous voulez qui récupère les ombres, en fait vous pouvez aller dans Object là, cliquer sur Shadow Catcher, donc cet objet là va récupérer les ombres. Maintenant quand je fais mon F12, je vais avoir mon cube, de la transparence derrière, et l'ombre qui a été récupérée. Et ça c'est génial, du coup vous allez avoir votre super méga robot avec son ombre, et lorsque vous allez le composer par-dessus votre image, comme tout le reste, tout le fond est transparent, vous allez juste pouvoir superposer cette image sur votre photo de jardin, avec vous à côté, et vous allez avoir l'ombre qui va bien se caler comme il faut sur votre image. Donc en tout cas c'est un bon début. Bien sûr il y a des cas particuliers qui vont faire que ça fonctionne pas et qu'il faut tricher, quoi que ce soit, mais c'est déjà vraiment bien. Donc ça fait disparaître votre cyclo. Si vous en vouliez vraiment un, faudrait le dupliquer et ne pas mettre le Shadow Catcher sur le duplicata, et comme ça vous aurez quand même votre cyclo, mais là dans le cas actuel je vois pas à quoi ça servira. Bref, là l'option est déjà vraiment géniale, et ça permet d'éviter un gros micmac dans les nodes, dans le compositeur, dans les passes de rendu. C'était à s'arracher les cheveux avant, donc ça c'est vraiment une grosse avancée. On n'avance pas très vite, donc je vais essayer de passer la seconde. On va aller sur l'interface utilisateur. Je vais faire échappe. Je vais supprimer mon cyclo parce que il est moche, j'aime pas, et supprimer ma lampe parce que elle aussi je l'aime pas. Donc du coup je vais revenir dans mon monde et je vais dire qu'ici c'est 1. Voilà, et ici je vais resélectionner mon cube et vous avez les widgets qui sont au centre ici. Et vous savez comment fonctionnent les widgets. Là j'ai activé une sorte de combo, j'ai dit que je voulais les widgets de déplacement et de redimension, et pas de scale. Et donc si je clique sur la flèche, je vais pouvoir déplacer mon cube sur cet axe là. Si je clique sur le redimensionnement, je vais pouvoir redimensionner comme ça. Donc tout fonctionne très bien. J'ai aussi la possibilité de faire G et pouvoir déplacer librement dans l'espace mon cube. Si je fais G et que j'appuie sur un axe comme, je sais pas moi, Z, je vais contraindre mon déplacement sur cet axe-là, et c'est comme si j'avais cliqué sur la flèche Z pour aller en haut en bas. Et si par contre je fais G et que cette fois-ci je fais Shift Z, là, en faisant Shift Z, j'annule mon axe Z,
et je me restreins mon cube que sur le plan X et Y. Donc voilà, mon cube se déplace que sur ce plan X, Y. Et bien maintenant, je vais pouvoir faire ce Shift Z, pas seulement quand j'ai fait G pour contraindre sur un plan, mais directement en faisant Shift et en cliquant sur l'axe Z, je vais annuler cet axe parce que j'ai cliqué sur Shift avant de cliquer, j'ai maintenu Shift enfoncé, et je contrains ce cube sur le déplacement planaire XY. Voilà. Donc clic droit pour annuler ce que je fais. Et donc c'est un petit truc sympa que je trouvais, que je voulais rajouter un peu là-dedans. Ensuite, vous allez avoir encore un autre truc, je vais dupliquer mon cube qui est ici, même non, je vais le supprimer, celui-là, je vais faire autre chose pour que ce soit visible, je vais dire que je vais rajouter une Suzanne, voilà, et je vais faire CTRL 2 pour que ce soit plus joli. Et disons que mon cube, que je vais réduire un peu, voilà, vous saviez qu'en fait, on peut copier une valeur, par exemple, je peux dire que le X, si je pointe ma souris dessus, je peux faire CTRL-C, et ça l'a mis dans mon presse-papier, et bah, si je mets ma souris par-dessus un autre truc, j'ai même pas besoin de cliquer en fait, hein, et là je fais CTRL-V, pouf, j'ai copié-collé la valeur qui était là-dedans. Donc CTRL-Z. Maintenant, il y a autre chose, depuis la 279, vous pouvez faire un CTRL-ALT-C, et là vous allez copier le trio de valeurs qui est ici, et je vais sélectionner mon cube par exemple et faire CTRL-ALT-V, et là j'ai copié l'ensemble des valeurs qu'il y avait en X, Y et Z de ma Suzanne sur mon cube, donc bien sûr mon cube est venu se positionner au même endroit que ma Suzanne. C'est génial, non? Ça, je trouve ça super cool, moi. Donc ça c'est bien, CTRL-Z, on va supprimer ma Suzanne pour revenir à quelque chose de plutôt correct, et ici je pense qu'on va remettre le scale à 1, et voilà, on a un cube normal. Encore autre chose sur l'interface utilisateur, si vous allez dans File et User Preferences, vous aviez, désolé si ça a débordé, mais c'est parce que je ne sais pas pourquoi tout s'est fermé. Voilà, je réouvre Blender, je me raffiche ma fenêtre de préférence utilisateur, je ne sais pas pourquoi tout s'est fermé comme ça, mais bon, bref, continuons. Vous aviez avant la possibilité de régler la taille de votre texte. Et bien maintenant, vous avez plus vraiment vous avez la possibilité, mais Blender va automatiquement analyser votre configuration système de votre système d'exploitation, et normalement vous avez dû régler une certaine taille définie pour votre affichage sur votre bureau, et Blender prend en compte cette taille-là et vous l'affiche telle quelle. Donc en fait là c'est automatisé, si j'avais un deuxième moniteur, si j'avais un vidéo proche par exemple, il s'adapterait à la résolution du vidéo proche, et ce serait génial parce que du coup pas besoin de aller dimensionner tout, c'est fait automatiquement. Mais si vous voulez quand même changer parce que c'est trop petit, trop gros, quoi que ce soit, vous pouvez aller dans Système, et non c'est pas Système, désolé, je me suis trompé, c'est Interface, oui c'est logique, et dans Display, c'est là qu'il y avait avant la taille en dpi, maintenant vous avez juste une barre qui s'appelle Scale, et ici vous êtes à 1, mais vous pouvez augmenter ou réduire à volonté votre texte avec une simple barre, un simple slider qui est ici, je vais remettre à 1 exactement, et puis enregistrer les paramètres si vous en avez besoin. Voilà, je ferme cette fenêtre de propriété, et maintenant nous allons faire un tour du côté des modificateurs. Donc j'ai mon cube de sélectionner, c'est très bien, mais je ne vais pas l'utiliser, donc tant pis. Là, on va aller dans le menu modificateur ici, et dans Add Modifier, vous allez avoir non pas le Mesh Deform, mais le Surface Deform qui a été ajouté. Donc pour ça j'ai créé des choses dans deux calques qui sont ici. Donc déjà on va aller sur le premier calque et on va analyser un peu ce que j'ai là. J'ai un plane, un simple plan, et si on rentre en mode édition, on voit que je l'ai subdivisé un certain nombre de fois. Et on voit qu'il y a ces deux sommets qui ont été sélectionnés parce que j'ai fait un vertex group avec, pour pouvoir ici faire un pinning. En fait j'ai fait un vertex group pour pouvoir ensuite appliquer une simulation de tissu. Donc si je fais Alt A, on va voir qu'il y a une simulation de tissu qui a été faite dessus, et donc j'ai bloqué ces deux points pour pas que le drap s'envole super loin, et bien sûr j'ai rajouté un force field de type vent et un peu de turbulence pour que ce soit intéressant. Bref, ce qui importe c'est qu'on a une animation de fait, et que ça c'est facile à calculer, c'est rapide à calculer. Mon plan il a pas tant de sommets que ça, on va annuler l'animation. Mon plan il a pas tant de géométrie que ça, j'aurais pu subdiviser beaucoup plus si je voulais quelque chose de plus détaillé, mais j'avais quelque chose de simple, et donc Blender le calcule très rapidement. Vous voyez, j'enregistre mes vidéos, en même temps je calcule en temps réel parce que ça n'a pas été mis en cache, ça n'a pas été baké ce truc là, et pourtant j'atteins les 24 frames par seconde. Bon, j'ai un bon PC, mais bref, c'est facile à calculer, c'est ça que je veux dire.
Plus facile en tout cas que si je devais appliquer la même simulation à ceci. Ça, c'est un seul et même objet constitué de plein de Suzanne. Donc chaque Suzanne fait plein de sommets. Donc il y a beaucoup plus de sommets que sur l'autre. Et donc ce serait beaucoup plus long à calculer. En tout cas, même juste pour faire un bake, vous patienterez pendant beaucoup plus longtemps. Eh bien, ce nouveau modificateur de surface déforme va vous permettre d'utiliser l'animation que vous avez faite sur un proxy simple, juste votre plan, et l'appliquer sur ce nouveau maillage qui est beaucoup plus complexe. Donc, je sélectionne, ah voilà, en fait je faisais lock caps, c'est pour ça que je me déplaçais pas, voilà. Donc, vous sélectionnez votre nouveau maillage super trop lourd, et vous allez aller dans Add Modifier et vous allez dire que sur ce tapis de Suzanne, là, cette armée de Suzanne, j'aimerais faire un surface déforme. Donc ça vous ajoute ce modificateur là, qui a un target, donc c'est une cible que vous pouvez sélectionner. Donc soit vous cliquez là-dedans, vous allez sélectionner votre objet, ou vous le rentrez le nom, ou vous prenez la petite pipette qui est là et vous allez passer dessus. C'est bien, il y a une petite une notice qui vous dit sur quel objet vous êtes et quel objet va être sélectionné quand vous cliquez. Donc là c'est le plane, ça me va, donc je clique dessus, j'ai mon plane, et lorsque vous avez fait ça, c'est pas fini. Pour que ça s'applique, il faut cliquer sur bind. Bind, c'est lier, ou ouais, c'est ça, pas sceller, mais ouais, lier. Maintenant que le bind a été fait, je peux juste afficher mon calque de Suzanne et vous allez voir qu'en faisant un Alt A, j'ai ma simulation de tissu, donc qui est moins définie parce que voilà, qui se joue et que vous pouvez voir. Donc ça fonctionne très bien. C'est une copie, et donc là j'ai pas eu besoin de faire de bake, j'ai pas eu besoin de mettre en cache quoi que ce soit, de calculer pour chaque image. Il a récupéré le bake de l'autre drag que j'avais fait, il a juste calqué là-dessus, et c'est beaucoup plus rapide pour Blender de calculer ça que de le simuler en temps réel. Et donc voilà, c'est un très bon ajout. Donc c'est un modificateur qui vaut la peine d'être vu, et c'est pour ça que je faisais un détour dessus. Voilà, on revient sur notre scène de base qui est ici, on sélectionne le cube, et avec ce cube de sélectionné, je vais aller en mode sculpture, donc le sculpt mode qui est en bas ici, et donc j'ai une très longue vidéo sur la mode sculpture de Blender, qui date un peu, mais qui est encore d'actualité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas obsolète, vous pouvez encore aller la regarder et apprendre de ce que j'ai dit dedans. Et donc qui compare la sculpture avec le modificateur, comment il s'appelle déjà ce modificateur, avec le modificateur multi-résolution ou avec le Dynamic Topology. Et justement, parlons du Dynamic Topology, il y a une modif qui a été faite, un ajout qui a été fait au Dynamic Topo. Donc si je l'encoche, si je le sélectionne, vous allez pouvoir sculpter directement dessus sans avoir déjà subdivisé votre cube, parce que ça va trianguliser votre mèche, et ensuite vous allez pouvoir librement créer, modeler dans votre scène 3D. Et je vous ai expliqué qu'il y avait le detail size qui était ici, qui avait du sens en soi si on comprenait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le chiffre qui était ici fonctionnait en termes de pixels par rapport à votre écran. C'est-à-dire que là, 12 pixels, ça veut dire que quand je clique et que je peins dessus, et que je sculpte, la taille de chaque arête de mon sculpte, oui, fera maximum 12 pixels en fonction de mon écran. Donc même ça veut dire que si je dézoome, en fait, là, chaque arête doit faire 12 pixels. Et donc le détail est moins élevé. Ça en a perturbé beaucoup dans la communauté, apparemment en tout cas, assez pour que les développeurs mettent en place ici, au lieu du Relative Detail, si vous allez sur Constant Detail qui est là, maintenant on passe le chiffre à changer, c'est 3, et en fait ça veut dire que plus le chiffre est faible et bas ici, et moins vous allez avoir de détails. Et plus vous allez augmenter ce chiffre, si j'augmente à, je sais pas, je vais mettre 26 par exemple, là, plus j'ai du détail, et là vous le voyez, là il y a rapidement beaucoup de détails qui se met, alors que si je descends ça et que je reviens à 6 par exemple, hop, là, boum, je descends dans le détail. Voilà, ça, même si je passe dessus, il n'y a plus vraiment d'explication simple et claire tant qu'à... Enfin, qui explique en fait à quel point 50 c'est élevé, pourquoi est-ce que 50 ça fait tant de trucs. Apparemment c'est basé sur les unités Blender,
mais j'en sais pas beaucoup plus. Je peux pas l'expliquer aussi simplement qu'avant, lorsque je disais que c'est juste les pixels de votre écran, et ça au moins il y a un repère facile à comprendre. Euh, Bref, moi je m'étais habitué à l'ancien truc. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais c'est cool de le préciser parce que c'est vrai que si vous êtes déstabilisé avec l'ancienne méthode et la taille des pixels de chaque arête, c'est un peu dur à assimiler. Bah là, au moins vous savez que plus c'est petit et moins il y a de détails, et plus c'est élevé, plus il y a de détails. C'est simple comme bonjour. À chaque fois, j'ai l'impression que je m'étale beaucoup trop sur chacune des fonctionnalités. Allez, on passe à la suite. Lorsqu'on va en mode édition, donc on va repasser en mode objet. Je vais faire CTRL Z et je vais annuler tout ce que j'ai fait en mode sculpt. Et là, je vais passer en mode édition. Et donc en mode édition, je vais rajouter, allez, on va dire une UV sphère que je vais venir déplacer par ici pour qu'elle morde un peu dans mon cube. Voilà. Et là, je vais vous montrer un nouveau truc sympa. C'est lorsque vous faites le CTRL F. CTRL F, voilà, vous avez ce menu et vous allez avoir l'option Intersect Knife qui est là. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une découpe qui se fait dans les deux modèles, dans les deux mèches que vous avez fait. Et donc je peux faire A pour désélectionner. Et si je fais L, je sélectionne ce qu'il y a sous ma souris, je peux déplacer ma sphère, et là j'ai la trace, la découpe en fait de cette sphère dans mon cube qui a été créé et qui fait partie de mon cube maintenant. Si je prends ce sommet là et que je le déplace, ça déplace sur mon cube. Donc cette découpe a été faite dans mon cube et elle a aussi été faite dans ma sphère le cube a aussi fait une découpe dans ma sphère, donc ça peut être utile aussi. En général, il y en a un des deux qui sert pour faire le tracé, et ensuite on n'a pas besoin, on peut le supprimer. Si je fais L là-dessus, je peux le supprimer. En général, j'ai juste besoin de la découpe que ça m'avait fait dans mon cube. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, à connaître. Et ça peut toujours être pratique en fait lorsqu'on modélise. J'ai un dernier truc sur 3 derniers objets à vous montrer. Donc en fait, on va supprimer le cube de départ et on va rajouter notre bien-aimée Suzanne, la petite tête de singe qui est ici, la mascotte. Et lorsque vous avez Suzanne par défaut, Suzanne c'est la mascotte de Blender en fait, c'est elle qu'on utilise pour la maltraiter, la brûler, la rendre liquide, faire tout plein de simulations, de tests dessus, la maltraiter, donc en fait c'est logique qu'elle ait un peu d'amour de temps en temps, donc là les développeurs se sont penchés un peu dessus, et en fait ils lui ont ajouté des UV déjà dépliés en fait. Si vous voulez l'utiliser et que vous voulez faire un truc avec des textures, plutôt que de devoir déplier vous-même les UV de Suzanne, ce qui peut pour un débutant être un peu complexe aussi, ou même juste prendre du temps tout simplement, et bien c'est cool. Donc en fait si vous avez, alors moi je l'ai fait tout à l'heure donc c'est déjà encoché, mais si vous l'avez pas fait, cliquez dans les propriétés ici sur Generate UVs, donc lorsque les UV sont générés automatiquement, vous pouvez ouvrir maintenant une autre fenêtre et aller sur le UV Image Editor, et alors ouais il y a notre rendu qui apparaît, donc on va l'enlever, et vous allez pouvoir passer en mode édition sur votre Suzanne, et là voilà, vous allez avoir tous les UV qui ont déjà été dépliés pour vous, et ils tombent bien. Il y a ça, et donc il n'y a pas que Suzanne en fait, c'est pour ça que je vais la supprimer, et je vais dire qu'en fait il y a la même chose pour les deux sphères qu'on a par défaut de primitive, l'UV sphère et l'icosphère. Donc on va prendre l'UV sphère, on va vous faire le test. Alors ici, il faut encore une fois cliquer sur Generate UVs, aller en mode édition, et les UV ressemblent à ça, donc effectivement c'est assez propre. Pareil, je vais supprimer, je vais vous montrer pour le dernier, c'est l'icosphère qui est là, on clique sur Generate UVs, on passe en mode édition, et voilà, les UV ont été retravaillés. Je pense qu'ils existaient déjà avant, mais ils étaient moins propres, donc ça a été refait, donc c'est bien. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres choses dans les add-ons en fait. Vous avez sûrement, je fais un tour sur les add-ons, mais vous avez sûrement pu constater au tout début vers là que j'avais un clay render qui est apparu ici. Si je clique sur ce bouton là, il va overrider entre guillemets, ça veut dire il va réécrire par-dessus toutes les propriétés de matériaux, quoi que ce soit que je peux avoir dans ma scène, et il va dire que tous les objets ont cette couleur là, la couleur que je définis ici, et lorsque je ferai un rendu, si je fais F12 ici, voilà, j'ai ma sphère qui est là, les interactions avec les ombres vont être cool, et en général, des fois vous voyez ce genre de rendu sur internet pour montrer souvent un travail de modélisation.
vous n'êtes pas encore très bon en texture ou en éclairage ou quoi que ce soit, donc vous préférez ne pas faire de bêtises, tu vois, juste montrer la beauté de votre modélisation pour l'instant, un work in progress par exemple, ou juste un concept art, et vous allez pouvoir le montrer avec du clay. C'est mieux que de l'ambient occlusion, parce qu'avec la fausse lumière, ça gâche un peu aussi. Là, ça va prendre en compte vos lampes, ça va éclairer comme il faut. C'est juste qu'il n'y aura pas de texture, pas de matériaux dessus, juste cette même matériau partout. Et ça peut être assez cool à voir en général. Donc voilà, c'est cool. C'est juste un add-on, je pense, si je vais dans File, User Preferences, et que je clique sur Add-ons, et que je tape Clay, hop, Clay Render, il est là, il suffit de l'encocher, et vous l'aurez. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. En fait, je passe pas sur tous les add-ons et les autres types de fonctionnalités. Il y en a plein d'autres. Il y a eu des améliorations sur Alembic. C'est un système d'export. En fait, c'est un système de cache de géométrie, enfin d'export et d'import en fait entre différents logiciels. Et il a été grandement amélioré, improved en anglais, mais amélioré dans Blender, ce qui rend l'interaction avec d'autres logiciels clés très importante. Donc c'est toujours une très bonne addition qu'on a là. Je vous conseille d'aller sur cette page, en fait je vais vous mettre le lien dans la description, mais c'est la page des Release Notes de Blender 2.79. Donc c'est une page que la Blender Foundation affiche en fait et met à disposition de tout le monde pour montrer un peu ce qu'a à offrir cette nouvelle version, et vous allez avoir un peu un récapitulatif de ce que j'ai dit. Donc vous allez avoir Cycles Rendering ici, User Interface, il parle un peu de tout ce que vous voyez, le DPI, le display qui s'adapte à Windows ou Linux, Custom Shortcut Keyframes and Drivers, je n'ai pas parlé de ça. Le Grease Pencil, c'est un très gros truc. Le Grease Pencil, c'est comme quand j'ai tracé pour vous montrer le Filmic Color Management, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi je m'en sers que pour des annotations pendant les tutoriels, mais je pense que bientôt il va y avoir un court métrage aussi entièrement fait dans Blender en 2D avec le Grease Pencil qui va sortir. Je pense que ça s'appelle Hero ou un truc dans le genre, et vous pouvez en apprendre plus lorsque vous cliquez là-dessus. Vous allez sur un site où ils montrent toutes les améliorations qu'ils ont là-dessus. Ils peuvent faire des dessins qui sont des objets qui sont affectés par les modificateurs, qui peuvent aider en animation pour faire des annotations. Lorsque vous faites du storyboarding pour des animations, c'est juste très puissant, mais j'en connais vraiment pas grand-chose. Donc allez vous renseigner si vous êtes intéressé, parce que ils ont fait beaucoup d'avancées. Ils s'en sont très fiers. J'ai vu plein d'articles où ils disaient que c'est génial. Donc voilà. Ensuite, donc Alembic, comme j'ai dit, où ils ont fait des améliorations, mais bon, vous allez avoir une liste où ils vont vous dire on prend en compte les particules, les caméras, les machins, et puis une fois que vous avez fait le tour, vous savez un peu à quoi vous attendre. Donc c'est cool, au moins ils l'ont amélioré, c'est plus solide maintenant. Mesh modeling, animation, tout ça, il y a des nouveautés un peu partout, et surtout il y a des add-ons. Il y a plein de bugs fixes, il y a une centaine de bugs qui ont été réparés comme à chaque fois, mais dans les add-ons, si je clique spécifiquement là-dessus, vous allez avoir que les nouveaux add-ons qui ont été ajoutés, Dynamic Style, Archipad, Magic UVs, Mesh Tools, et la liste est très longue. Si je descends ici, voilà, vous allez avoir encore toutes ces add-ons qui sont là, et même je suis pas allé jusqu'en bas, voilà, ça descend. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je peux pas m'étaler sur toutes les nouveautés de cette nouvelle version, parce que c'est immense. Voilà, là vous voyez le Clay Render qui est ici, donc au moins j'ai couvert celui-là, mais il y en a énormément, donc à vous d'aller dans chacun d'eux et essayer de voir à quoi ils servent. S'ils les ont ajoutés, c'est qu'ils doivent être au moins stables et qu'ils sont cool. Mais moi, clairement, je n'ai pas pu aller dans chacun d'eux, les installer, voir ce qu'ils font, faire des tests pour pouvoir vous en parler, expliquer les propriétés et tout. C'est juste... Je ferai peut-être un hors-série un jour. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps, même avant d'avoir refait ma chaîne. Mais un tutoriel sur une liste d'add-ons cool, que je trouve sympa. Pas forcément que j'utilise, mais j'aurais fait des recherches, j'aurais un peu testé et tout, et faire une liste d'add-ons un peu sympa. Il faut juste que je trouve le temps. Et comme vous le voyez récemment, le temps, je l'ai pas trop, donc... Mais ouais, c'est un hors-série qui est planifié pour je ne sais pas quand. C'est un hors-série, donc c'est pas vraiment planifié en fait. Il est sur la liste de to-do, mais je suis pas sûr de quand je le ferai.
Et puis voilà, sinon prochainement peut-être que je vais encore essayer de tenir à coup de hors-série facile à faire, mais peut-être qu'à un moment je repasserai... non, j'ai vraiment envie de continuer, d'en finir avec la liste des nœuds dans Cycles, et j'ai pas trop envie de parler de là où j'en suis actuellement, parce que j'aime pas trop lorsque vous regardez ce tutoriel dans 5 ans et que j'en suis plus du tout à cet endroit-là, ça a aucun sens ce que je dis, donc je vais arrêter de parler sur mes projets actuels, ou le présent en tout cas, parce que c'est... Voilà, donc j'ai fini avec ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je l'ai fait aussi un peu parce que vous avez insisté après la dernière vidéo. J'avais évoqué le fait que je ferais peut-être cette couverture des nouvelles applications. Vous avez été beaucoup à me dire oui, on le veut, vas-y fais un tuto de recap sur les nouvelles fonctionnalités de 2.79. Donc là voici. Et voilà, j'espère au moins que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Allez, je tarde pas trop et je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Salut!